Si on peut dire que j'aime mon métier, pour répondre simplement, c'est que moi, si je suis pas couvreur à l'heure actuelle, je sais pas ce que je fais d'autre. J'ai rendez-vous avec Gabriel pour découvrir son métier. Donc il est couvreur, ardoisier, zingueur, comme beaucoup. Et on va aller voir son lieu de travail qui se trouve là-haut. Alors bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis couvreur zingueur à Paris et je travaille dans l'entreprise Toiture Parisienne. Alors couvreur zingueur, c'est finalement on est un peu les chirurgiens des toits, donc c'est beaucoup de réhabilitation et de réfection de la toiture et on passe après les charpentiers qui eux vont faire la structure, nous on va faire l'habillage et l'étanchéité de celle-ci. Aujourd'hui, on est à Paris, dans le 18e arrondissement, en plein cœur du quartier Montmartre. Le chantier, c'est un comble à la mansarde avec un brisy en ardoise et le terrasson en zinc en couverture à tasseau. Et après, ça reste quand même un chantier typique parisien. Là, on a d'abord enlevé toute l'ancienne couverture. Donc là, on se trouve sur le terrasson, sur la partie la plus plate de notre comble à la mansarde. Premièrement, on a retraité la charpente pour les insectes et on est venu poser ce qu'on appelle de la volige. Donc la volige, c'est un peu le plancher, c'est vraiment notre support, c'est sur quoi on va poser notre zinc. Donc ici, on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle le tasseau, donc notamment pour le principe de la couverture à tasseau. Donc ce qu'on appelle le tasseau, c'est vraiment le bout de bois. En fonction des raccords qu'on va avoir et de nos développés en zinc, on va les disposés à une certaine distance l'un de l'autre. Tout d'abord, il faut savoir que je voulais être maçon. Après mon stage de troisième, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. J'étais un peu perdu sur mon avenir. Je suis allé à une porte ouverte au CFA des compagnons de la fédération à Lyon. De là, quand je suis sorti et que je suis arrivé à l'endroit où ils faisaient l'exposition, j'ai vu la couverture. Un compagnon qui était en train de tailler de l'ardoise et du coup on a échangé pendant un petit moment et en fait je suis resté fasciné sur la manière dont il pouvait tailler l'ardoise et ce qu'il pouvait faire avec simplement deux outils finalement. Ces deux outils, je les ai ici, j'ai mon marteau d'ardoisier, ça c'est une enclume et en fait on a juste besoin de deux outils pour pouvoir faire justement l'ardoise. Alors du coup, on va faire ce qu'on appelle un arrêtier. C'est la rencontre de deux pans de toiture formant une ligne saillante. Pour mettre une image sur les mots, donc du coup, c'est cette partie-là. Qui fait que, on a deux pans de toiture, deux brisy, et qui forment vraiment un angle saillant. Pour former l'arrêtier, on part avec une ardoise à 4 cornières, donc c'est-à-dire qu'elle est bien ses 4 côtés propres et qui ne soient pas coupés. Voilà, donc la particularité quand on taille une ardoise, c'est que le marteau reste sur le pied pour éviter que l'enclume remonte, redescende. Au début, c'est assez compliqué de s'accorder, mais après, c'est un petit coup de main à prendre. Et si on veut faire un trou, on se remet aussi au niveau du pied de l'enclume et on a juste à faire un trou et là on voit qu'on a un petit trou. On va rarement se servir de règles ou de choses dans le genre. Si j'ai besoin de tracer une cote précise, par exemple à ce niveau-là, je vais rayer mon ardoise et avec mon doigt et mon marteau, je vais pouvoir venir rayer mon ardoise et après tailler celle-ci sur mon enclume. Donc là je la dégrossis. Et là maintenant je peux reprendre mon trait. Et le mieux c'est d'être à deux pour monter un arrêtier parce que du coup il faut gérer un peu les deux côtés en même temps. Et à savoir c'est que du coup on fait tout avec le marteau dans les mains, c'est-à-dire qu'on lâche jamais notre marteau. Et une autre anecdote à savoir, c'est que quand on taille de l'ardoise, ce qu'on va apprendre à nos apprentis finalement, à nos jeunes,
c'est de mettre une ardoise sous le coude pour tailler en fait, pour éviter que en fait, notre bras il soit dans tous les sens pour adopter la bonne position, parce qu'on ne va pas tailler une ardoise comme ça, on va vraiment être face à notre enclume, face à notre marteau, et donc on leur fait mettre une ardoise, et si l'ardoise elle tombe, bah, ça veut dire qu'ils n'ont pas la bonne position, quoi. Là on est sur une méthode de pose à crochet, donc en fait il y a deux méthodes, il y a la pose au crochet et la pose au clou. Là on est sur crochet pointe, parce qu'on est sur un support en volige. À côté, en dehors des arrêtiers sur les parties courantes, on sera avec des crochets agrafe et des crochets pointe lorsqu'on tombe sur les chevrons. Bon, après là-haut ça me dérange pas. Mais... Là, tu vois, Louis est également sur le Tour de France. Lui il est à l'association ouvrière. Donc c'est un autre mouvement compagnonnique. On est 3 mouvements compagnonniques, on va dire les plus connus. Donc il y a notamment l'Union qui sont les plus vieux, l'association ouvrière et la fédération compagnonnique qui est le mouvement auquel j'appartiens. Et donc du coup Louis il fait son Tour de France à l'association ouvrière qui est à peu près, ça reste le même principe, il voyage dans toute la France. À la différence c'est qu'eux ils font 2 villes par an, que nous on n'en fait qu'une. Les avantages par rapport à un autre corps d'État, nous quand on est sur notre toit, on est tout seul. On est un peu libre comme l'air, je dirais. On n'a aucune routine, on va pouvoir faire du bois parce que c'est quand même nous qui faisons notre support de couverture. On va pouvoir faire du zinc, mais dans le zinc, il y a différentes méthodes de pose. C'est un métier aussi qui amène à évoluer avec des nouvelles méthodes, mais qui reste quand même très traditionnel. Et c'est ça qui est top, c'est que du coup on peut mêler l'ancien et le nouveau, le moderne on va dire. Pour les inconvénients, je pense que c'est comme tous les métiers quand on travaille dehors, c'est les intempéries. En hiver il fait froid, en été il fait chaud, quand il pleut on est mouillé. Après en inconvénient, mis à part ça, moi j'en ai pas plus que ça quoi. Et donc là, du coup, on peut voir ce qu'on appelle les bacs. Donc un bac, là, en l'occurrence, on les fait en feuilles. Donc c'est des feuilles qui font 2 mètres de long par 65 cm de large. On façonne ça avec une plieuse parisienne. Elle a la particularité de s'adapter sur des tréteaux et en fait, c'est une plieuse qu'on peut facilement emmener sur le toit. Du coup, là, on se retrouve justement dans le petit atelier qu'on a confectionné nous-mêmes, donc à l'abri. Ce qui nous permet également, par exemple, les jours d'intempéries, de faire un petit peu de préparation. Là, en l'occurrence, je vais faire un bac avec un développé de 65 pour des tasseaux de 4 cm. Donc du coup, je vais d'abord tracer mes relevés qui sont à 3 cm et demi. Donc voilà, donc ça griffe, en fait, ça griffe le zinc, ça laisse une petite rayure. Et là, et donc là, j'ai mon premier pli qui a été fait. Et voilà, donc là j'ai mon bac qui est prêt à être agrafé dans un autre bac. Et j'ai plus qu'à ouvrir mes pinces. Donc pour ouvrir mes pinces, je prends mon petit marteau à garnir, je lui donne un petit coup sur le dessus et en fait ça va m'ouvrir l'angle en dessous. Si on peut dire que j'aime mon métier, pour répondre simplement, c'est que moi si je suis pas couvreur à l'heure actuelle, je sais pas ce que je fais d'autre. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au début je suis arrivé pour faire de l'ardoise et j'ai découvert d'autres matériaux et d'autres techniques et en fait j'ai adhéré à la plupart d'entre elles. À l'heure actuelle, moi je me réveille le matin, je suis content de venir au travail, quoi. Et donc du coup, je vais présenter ça. Comme on dirait en couverture, je vais présenter l'enfant à sa mère. Hop. C'est assez souple en fait. Ouais, c'est plutôt assez malléable. Et donc toujours laisser, jamais enfoncer à fond, toujours laisser un petit peu de jeu justement, comme je vous disais, pour la dilatation, pour qu'il puisse
se resserrer ou s'écarter par la suite. Pour le salaire, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, chaque région fonctionne différemment. On n'aura pas le même salaire à Paris qu'on aura le même salaire à Nantes, à Tours, à Lyon, en Corrèze. Je dirais qu'en début de carrière, on est quand même un petit peu plus au-dessus du SMIC. Et après, en fin de carrière, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi de l'investissement qu'on a donné et du profil, c'est-à-dire si on est chef d'équipe, si on est chef de chantier, si on est conducteur de travaux. Je pense qu'un couvreur en fin de carrière, il arrive facilement à avoir peut-être ses 3 000 €. Quand on a le marché couverture, en général, on a aussi le marché réfection de cheminée souvent. Donc là, on fait appel à des sous-traitants qui sont maçons, bien sûr. Une cheminée à Paris, on ne s'en rend pas compte, mais quand on regarde bien, des cheminées, il y en a de partout. Avec les mitrons. Les mitrons, c'est les petits trucs orange. Et en fait, imaginez Paris sans cheminée, le charme n'est plus le même. Et donc on ne fait pas n'importe quoi avec les cheminées à Paris. Alors ouais, il y aurait une petite anecdote. Alors après, on va dire que je ne suis pas réellement sûr de l'origine et de la chose en elle-même, mais c'est un petit truc à spécifier parce que je trouve ça rigolo et puis c'est bien de perpétuer, on va dire, entre guillemets, ce qu'on nous a répété. C'est qu'en fait, les couvreurs, dès qu'on voit d'autres couvreurs sur un toit, on se siffle. Donc il y a le sifflet du couvreur, quoi. Et donc qui serait... Et donc voilà, donc si jamais on voit un autre couvreur qui est pas très loin, on fait ce sifflet, lui il reconnaît, on va dire, le sifflement, et puis de là, il nous répond, et puis on peut se retrouver en bas des échafaudages et aller boire un coup ou juste communiquer avec lui, puis échanger encore des techniques de travail ou même la passion du métier, quoi.